Monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on m'entend bien surtout. Hop, on va attendre encore quelques petites minutes pour les derniers retardataires. Je vois que vous êtes déjà nombreux de connecter, ça fait plaisir. Hop, pour faire les derniers réglages. Alors je vois qu'il y a pas mal de participants, c'est cool. Donc on va attendre 2 petites minutes. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a quelques noms que je connais. Je vois qu'il y a certains membres de l'académie. Donc c'est cool. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le. Vous avez une rubrique questions, n'hésitez pas à les poser. Idéalement, posez-les en fin de live. À la fin, il y aura une session effectivement questions-réponses à laquelle je pourrais vous répondre. Ce qui va éviter qu'effectivement je m'arrête toutes les 5 minutes. Et c'est des questions auxquelles je répondrai peut-être au fur et à mesure dans l'avancée de mon exposé. Donc voilà, n'hésitez pas soit à les noter sur une petite feuille et à les poser en fin de conférence. Et comme ça, je pourrais répondre. Hop là. Allez, bah écoutez, on va partir, on va commencer l'événement. Donc, pour les retardataires, ils nous rejoindront en cours de route. Pour ceux qui sont absents, il y aura effectivement un replay qui sera disponible. Et donc, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont connectés, bonsoir à ceux ou bonjour à ceux qui me regarderont en replay. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'animer cet after-work. Quand et pourquoi faire appel à un huissier de justice dans les opérations de marchand de biens, une thématique qui est bien précise, mais qui va vous être utile. Alors, donc, déjà, je vais commencer par vous présenter le groupe Green Bull Campus. Donc, Green Bull Campus est une filière du groupe Green Bull, qui est un acteur international de plusieurs sociétés implantées en France, en Suisse ainsi qu'aux Émirats arabes unis, qui accompagne plus de 6000 apprenants au travers des filières entrepreneuriales et immobilières, et donc est spécialisé à la fois dans le trading, dans le private equity, dans l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui va nous intéresser. C'est l'immobilier. Green Bull propose plusieurs formations. Une formation, on va dire, sur l'investissement locatif, qui est créer une entreprise à prépondérance immobilière, et une formation qui n'est pas qu'une formation, c'est un réel incubateur, qui est l'incubateur marchand de biens, qui va être l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va surtout parler du métier de marchand de biens. Donc voilà un peu pour la présentation du groupe Green Bull. Qui suis-je? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas, donc je suis coach au sein de Green Bull Campus, à la fois dans la formation créer et gérer une entreprise à prépondérance immobilière, et à la fois dans l'incubateur marchand de biens. Je suis également et principalement huissier de justice et administrateur de biens. Donc c'est pour ça que je vous fais une présentation aujourd'hui sur effectivement les atouts d'un huissier de justice pour les opérations de marchand de biens. Donc, je suis en activité depuis un peu plus de 8 ans, et j'ai rejoint Green Bull depuis plusieurs mois maintenant. Et voilà un peu pour ma présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un bref rappel de ce que c'est que l'activité de marchand de biens. Je ne vais pas rentrer dans les détails du détail, mais voilà, je vais revenir sur plusieurs points qui vont être indispensables. Qu'est-ce qu'un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est une personne qu'elle soit physique ou morale, donc ça peut être une société, qui a pour but d'acheter un bien immobilier, puis de le revendre rapidement en dégageant une marge brute. Donc c'est une personne qui effectue ce qu'on appelle des actions d'achat-revente. On a 2 critères cumulatifs qui sont nécessaires pour être qualifié en tant que marchand de biens. Donc il faut que le marchand de biens acquiert des biens immobiliers ou fonds de commerce ou part de société civile immobilière de manière habituelle. Donc on a une notion d'habitude qui est extrêmement importante, et qu'il achète dans l'intention de la revendre. Donc, dans l'intention de revendre, on a une intention dite spéculative, donc qui doit exister à la date d'acquisition des immeubles qui vont être revendus par la suite. Et donc c'est la réunion de ces 2 critères qui va qualifier ou non une opération de marchand de biens. Alors, pour poursuivre un peu sur la présentation du marchand de biens, donc le caractère habituel d'une opération de marchand de biens donc, résulte du nombre et de la fréquence des opérations. Donc il n'y a pas de critères prédéterminés. C'est pas je fais une opération dans l'année, 2 opérations dans l'année, 3 opérations en 6 mois.
il y a effectivement une notion de récurrence qui serait importante à prendre en compte, mais ça va être effectivement un peu au cas par cas. Ça peut être effectivement sur des notions de durée plus ou moins longues. Pour les sociétés, seule l'activité réelle doit être prise en compte, peu importe que l'activité de marchand de biens soit prévue ou non dans les statuts. Ce qui veut dire que si vous exercez une activité de marchand de biens, une activité, voilà, dans les faits, vous faites une activité de marchand de biens, même si c'est par le biais d'une SCI par exemple et que ce n'est pas prévu dans les statuts, vous pouvez quand même vous faire requalifier en tant que marchand de biens. Notamment, l'achat d'un immeuble en bloc qui est suivi de sa division et de sa revente par lot peut suffire à caractériser l'habitude et donc à requalifier une opération en tant que marchand de biens. Concernant l'intention spéculative, elle ne se présume pas du seul fait à caractère habituel des opérations. Elle s'apprécie à la date d'acquisition et non à la date de cession. Donc c'est là où il faudra différencier au moment de l'acquisition, selon qu'on ait voulu acheter avec une intention de revente ou selon que ça résulte du pur et simple arbitrage de patrimoine. J'ai une SCI qui contient plusieurs lots, je décide de vendre un lot, ce n'est pas pour ça que je suis marchand de biens. Ça peut être effectivement de l'arbitrage patrimonial. Pour vous donner un petit exemple, on a la Cour administrative d'appel qui a estimé qu'une société civile immobilière qui avait vendu des parcelles dans des délais rapprochés, donc des parcelles de terrain, se livrait à une activité de marchand de biens. Et donc a été requalifiée comme telle, ce qui va emporter plusieurs conséquences qu'on n'abordera pas forcément dans le fond, mais qui peuvent coûter très cher. Comment devient-on marchand de biens? Alors pour devenir marchand de biens, il suffit de le décider, mais pas que. On peut être marchand de biens sans vraiment l'avoir décidé, notamment dans le cadre d'une requalification. J'ai effectué une opération d'achat-revente, il se peut que l'administration fiscale me requalifie de marchand de biens en fonction de l'opération que j'aurai faite. Et donc, si jamais je suis requalifié, je vais être soumis à toute une multitude d'obligations. Je peux être également soumis à une fiscalité qui est extrêmement différente. Et c'est là où, effectivement, je peux avoir des conséquences dramatiques, notamment des conséquences en termes d'argent, de fiscalité, d'impôts et de taxes à régler. Donc, c'est une profession qui n'est pas réglementée, à l'inverse de d'autres professions de l'immobilier, comme par exemple un agent immobilier qui nécessite une carte professionnelle qui est délivrée par la préfecture. Pour devenir marchand de biens, il n'y a aucune réglementation. Il n'y a pas de carte professionnelle, il n'y a rien, il n'y a pas de conditions de diplôme. N'importe qui peut devenir marchand de biens, mais attention, il ne suffit pas de créer une société pour réussir dans ce domaine. Il faut avoir une multitude de connaissances qui sont requises pour en maîtriser vraiment tous les aspects, notamment le droit, la fiscalité, l'urbanisme, la rénovation, la construction, les relations humaines. Donc c'est vraiment des domaines qui vont être extrêmement importants et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de formation et que tout le monde peut le faire que tout le monde peut bien le faire. Donc en tant que professionnel de l'immobilier, le marchand de biens a une responsabilité qui est plus importante qu'un simple particulier. Il devra donc souscrire des assurances, notamment une assurance responsabilité civile professionnelle, une assurance dommage-ouvrage si besoin. Mais principalement, le marchand de biens doit se constituer un solide réseau pour développer son activité et trouver des opportunités rentables. C'est pour ça qu'il est important, quand on est marchand de biens, de se faire connaître auprès des professionnels de l'immobilier, des notaires, d'avoir un réseau d'artisans et également d'avoir dans son carnet d'adresse un huissier qui va vous être d'une grande aide dans le cadre de vos opérations de marchand de biens. Donc voilà un peu pour la petite présentation du métier de marchand de biens. J'ai volontairement pas voulu rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'un exposé à part entière de plusieurs heures et encore, on aurait plusieurs thématiques propres aux marchands de biens, que ce soit la fiscalité, que ce soit effectivement les requalifications sur lesquelles on pourrait faire des conférences à part entière. J'ai voulu simplement vous donner un petit exemple et une petite définition sommaire de ce qu'était que le métier de marchand de biens. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quand et pourquoi faire appel à un huissier de justice dans les opérations de marchand de biens? Donc déjà, titre liminaire, je vais vous présenter ce que c'est qu'un huissier de justice. Parce que déjà, pourquoi faire appel à un huissier de justice? Il faut savoir ce que c'est qu'un huissier de justice. Ce qui n'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. C'est une profession qui a une étiquette qui lui colle à la peau, mais qui est loin d'être le reflet de la réalité. Donc un huissier de justice, déjà, c'est un officier public et ministériel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il est titulaire d'une charge, typiquement comme les notaires. C'est une profession libérale, donc on est nommé par le ministre de la Justice et on exerce sous le contrôle du procureur de la République, du tribunal judiciaire où est situé notre office. L'huissier de justice a plusieurs missions. Donc, une de ses missions principales, c'est d'exécuter des décisions de justice. Et à ce titre, on est connu pour nos rôles dans les expulsions et dans les saisies immobilières, le fait d'aller au domicile des personnes, de faire un inventaire. Voilà, donc ça, c'est un peu l'étiquette qui colle à la peau de l'huissier, mais on est loin, on est vraiment loin de faire que ça. Un des autres rôles de l'huissier de justice est de rédiger et de signifier des actes de procédure. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, nous, pour les opérations de marchand de biens, un des rôles importants d'huissier, c'est de procéder à des constatations
purement matérielle à la demande d'un client ou d'un juge. Donc, ces constatations purement matérielles, c'est comme ça que c'est indiqué dans les textes. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bon vieux constat d'huissier dont certains ont déjà entendu parler, j'imagine. Ça peut être dans le cadre d'un état des lieux, ça peut être dans le cadre effectivement d'un litige qui vous oppose à quelqu'un, un dégât des eaux, etc. Là, on va voir en quoi l'huissier peut intervenir dans les opérations de marchand de biens. Alors déjà, je pense qu'il va être important de vous définir dans quel cadre, nous, en tant qu'huissier, on peut effectuer des constats. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on est huissier de justice qu'on peut absolument tout faire et faire les choses n'importe comment. Il y a une réglementation pour procéder au constat. Donc, il doit s'agir de constatations purement matérielles. On doit constater des choses de fait, qu'un mur est bleu, qu'un mur est vert, que le parquet, sur le sol il y a du parquet, que le parquet est rayé, que le parquet est en bon état. Ce sont des constatations purement matérielles. On ne peut en aucun cas émettre de jugement de valeur et on ne peut pas effectivement faire de suppositions. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de quelqu'un qui m'appellerait pour venir constater que son mur est cassé parce que son voisin est rentré dedans avec sa voiture. Je pourrais très bien effectivement constater la présence d'un mur qui est cassé, mais je ne pourrais en aucun cas indiquer et attester, en tant que huissier de justice, que c'est le voisin qui est rentré dedans à partir du moment où je ne l'ai pas vu faire. Et quand bien même il y aurait la voiture du voisin qui serait encore dans le mur, je pourrais simplement constater que moi, huissier de justice, le 8 juin 2022 à 18h30, je constate qu'aux 3 rue Général de Gaulle à Chartres, il y a effectivement une voiture immatriculée, telle immatriculation, de tel modèle, de telle couleur, qui est dans un mur. Donc voilà, ça reste des constatations purement matérielles. On ne peut également pas non plus faire des constats n'importe où, n'importe comment. Il y a une réglementation en ce qui va concerner les lieux privés. Et ça se comprend assez aisément. C'est-à-dire que pour entrer dans un lieu privé, il faut qu'on ait l'accord de l'occupant ou du propriétaire. Typiquement, je pense que vous verriez d'un mauvais œil le fait qu'il y ait un huissier qui vienne taper chez vous ce soir à la porte pour venir faire un constat de votre salon, parce que ça a été demandé par l'entreprise qui fait des travaux à côté. Naturellement, là, vous risqueriez de vous braquer, et ça pourrait être considéré comme une violation de domicile, parce que personne n'a rentré chez vous sans votre autorisation, quand bien même il serait huissier de justice s'il n'y a pas été autorisé par un juge, par exemple. Donc pour tout ce qui va être des lieux privés, il faut qu'on ait l'autorisation de l'occupant ou du propriétaire. Donc, par exemple, typiquement, si c'est une location, il faut qu'on ait l'autorisation de l'occupant. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui peuvent effectivement limiter la portée de nos constats. Combien coûte un constat d'huissier? Alors, le tarif, il est libre, donc ça va dépendre de chaque huissier. Grossièrement, vous pouvez compter une fourchette entre 250 et 350 euros TTC, généralement de l'heure, ce qui va comprendre le déplacement, et ça va dépendre de la difficulté du constat. Vous comprendrez aisément qu'il y a des constats qui sont plus faciles que d'autres. Aller constater un studio, ça peut être la même chose que de constater un immeuble entier où il va falloir aller dans les combles, etc., monter sur une toiture, accéder dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc ça va nécessiter, ça voilà. Dès qu'à partir du moment où il y a une difficulté supplémentaire, ça va avoir un impact sur le prix. Mais voilà, dans l'idée, compter entre 250 et 350 euros TTC, généralement de l'heure. Une heure suffit à faire un constat. Donc après, ça dépend bien évidemment du constat. Et ça peut coûter plus cher le week-end, les jours fériés et la nuit. Donc naturellement, on reste des humains. Voilà, si on me demande de venir faire un constat à 3 heures du mat, je prendrai plus cher que pendant mes horaires de travail où je suis à mon bureau, parce que voilà, il faudra que je me lève en pleine nuit. Et voilà, c'est des choses qui se comprennent assez aisément. Comment trouver un huissier de justice? Ça va être extrêmement simple. Vous avez un super ami qui s'appelle Google. N'hésitez pas à taper sur Google huissier de justice avec une ville, et puis vous aurez toute une liste qui va ressortir avec des avis Google qui vous permettra effectivement de voir si l'huissier vous paraît sérieux. Vous avez également le site de la Chambre nationale des huissiers de justice qui est accessible à www.huissier-justice.fr/annuaire. Et là, vous avez la liste de tous les huissiers de France. Et donc, vous trouverez forcément un huissier pas trop loin de chez vous ou de votre chantier pour effectivement répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour la petite info et pour rejoindre un peu à l'actualité, il se peut que dans un mois, vous n'entendiez plus parler d'huissier de justice parce que c'est une profession qui va disparaître, entre guillemets. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2022, donc là dans quelques semaines, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs fusionnent et vont créer une seule et unique profession qui va s'appeler les commissaires de justice. Donc il se peut que dans quelques mois, vous deviez chercher plutôt un commissaire de justice qu'un huissier de justice. Voilà, bien que l'appellation sera toujours dans les mœurs, c'est toujours utilisé. Mais voilà, si jamais il y a quelqu'un qui se présente à vous en tant que vous contactez un huissier que vous avez quelqu'un au téléphone qui vous dit commissaire de justice, sachez que c'est la même profession. Il y a une fusion entre les professions d'huissier
de justice et de commissaires-priseurs. Donc, nous serons tous, à partir du 1er juillet 2022, des commissaires de justice. Alors, pourquoi faire appel à un huissier de justice quand on est marchand de biens? Vous allez me dire que vous avez tous des super appareils photo ou des téléphones qui font des photos de très bonne qualité. Oui, je le conçois. Donc, chacun est équipé pour prendre des photos. Sauf qu'en cas de litige, si vous devez aller devant le tribunal, le juge il doit pouvoir apprécier la véracité et l'authenticité d'un élément de preuve qui lui est présenté. Donc, notamment, moi, en tant que particulier, si je vais devant le juge et lui dis regardez, monsieur le juge, l'artisan, il m'a fait des malfaçons et je les ai pris en photo avec mon iPhone. Le magistrat, la problématique qui va se poser à lui, c'est qu'il ne va pas savoir quand la photo a été prise, comment elle a été prise, par qui elle a été prise, dans quelles conditions elle a été prise, est-ce qu'elle a été modifiée, sachant qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile avec Photoshop. Je peux vous transformer un mur blanc et le faire devenir marron, jaune, vert. Voilà, avec Photoshop, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Donc, ce qui fait que vous, en tant que particulier, les photos, vidéos et tout élément de preuve de ce style-là que vous allez apporter à un magistrat, malheureusement, ça n'aura absolument aucune valeur. Et pourquoi le constat d'huissier répond à toutes ces problématiques? Parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'huissier de justice, on est nommé par le ministre de la Justice, on exerce sur le contrôle du procureur de la République, et on est un tiers neutre et impartial. Si moi j'indique dans mon constat que je me suis déplacé à telle adresse et que j'ai constaté qu'effectivement il y avait une fenêtre qui était posée de travers, j'ai aucune raison de mentir. Effectivement, mon statut et ma profession va permettre effectivement au magistrat de savoir que le procès-verbal de constat d'huissier qu'il a entre les mains atteste était un élément de vérité. C'est un élément formel qui va effectivement lui permettre d'attester des choses et de savoir que la preuve qui lui est présentée est une réelle preuve. Donc la valeur du constat d'huissier, c'est tout simplement la plus grande force probante en matière de preuve. Il n'existe pas de preuve plus importante devant un tribunal, donc c'est vraiment une preuve en béton armé. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous allez voir qu'en tant que marchand de biens, ça peut être extrêmement utile de faire appel à un huissier de justice dans plusieurs cas. J'en profite également pour attirer votre attention sur des applications que vous pouvez avoir, je vais en nommer quelques-unes, mais ça ne va pas être une liste exhaustive. SnapAct, SmartPreuve, Flash and Prove, tout plein d'applications comme ça qui vous proposent pour une dizaine d'euros d'avoir ce qu'ils appellent un constat d'huissier. Ce sont des applications bidons, ne perdez pas votre temps et votre argent avec ça, économisez vos 10 euros et investissez-les plus utilement. Parce que ce sont des faux constats, c'est simplement en fait, là ce n'est pas vraiment un constat d'huissier qui va constater ce qui est envoyé, ça va simplement attester que l'huissier a reçu tel document tel jour. Ça ne voudra pas dire que le document qu'il a reçu, il est véridique, et devant le tribunal, ça ne tient pas. Notamment, il y a la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a eu à connaître d'un litige récemment, là, il y a quelques mois, et les juges ont considéré, donc là je vais vous lire le jugement qui a été rendu, que ces procès-verbaux établis à la demande d'un tiers et selon un procédé ne relevant pas de l'office de l'huissier de justice instrumentaire qui n'a pas lui-même procédé aux constatations figurant sur les documents numériques transmis ne peuvent être considérés comme constitutifs de la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, je vais être vulgaire, mais ces constats, c'est de la merde, ça n'a aucune valeur. Donc voilà, économisez votre argent, prenez soit des photos vous-même, ça n'a pas vraiment de valeur, mais c'est peut-être toujours mieux que rien, ou alors faites intervenir un huissier. Mais ces applications, voilà, pour l'utilisation que vous pensez en faire, vous pouvez les oublier. Donc, je vais vous présenter ensuite les différents constats qui vont pouvoir vous intéresser en tant que marchand de biens, donc en deux parties. La première partie que j'ai voulu appeler le constat d'huissier, votre assurance tranquillité. Alors, pourquoi j'ai voulu appeler ça votre assurance tranquillité? Parce que je vais vous exposer 3 cas de constats qui vont vous être utiles et qui vont vous servir un peu d'assurance. Alors, pourquoi d'assurance? Parce qu'une assurance, ça va être un peu les constats que je vais vous exposer, ça va être un peu comme une assurance. On va la payer. Dans 99% des cas, ça va nous servir à rien. Mais par contre, le jour où on a un pépin, on est content de l'avoir. Donc là, ça va vraiment être dans un rôle préventif et de se prémunir contre un potentiel litige. Donc le premier constat que je vais évoquer avec vous, ça va être le constat d'affichage d'autorisation d'urbanisme. Donc la loi prévoit, donc notamment le code de l'urbanisme, qu'à partir du moment où vous avez une autorisation d'urbanisme, qu'est-ce que c'est? Ça va être un permis de construire, un permis d'aménager, un permis de démolir ou une déclaration préalable. Vous devez, c'est une obligation, l'afficher sur le terrain. Donc vous devez l'afficher sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Grossièrement, c'est les panneaux de chantier que vous retrouvez chez Bricorama, Leroy Merlin ou ce que vous voulez.
Le panneau doit comporter plusieurs mentions. Donc, il doit indiquer le nom, la raison sociale, la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte, la date de délivrance, le numéro de permis, la nature du projet, la superficie du terrain, l'adresse de la mairie, où le dossier peut être consulté, donc le dossier de permis de construire ou le dossier de déclaration préalable. Et en fonction de la nature du projet, il doit également mentionner la hauteur des constructions, la surface de plancher autorisée. Si c'est sur des démolitions, vous devez également indiquer la surface des bâtiments à démolir. Donc, toutes ces mentions-là, vous devez les faire figurer sur votre panneau. C'est obligatoire. Votre panneau d'affichage, il doit également comporter la mention du droit de recours, donc notamment que le délai de recours contentieux est de 2 mois, c'est-à-dire que les tiers, le voisinage, peut contester votre projet, donc votre permis, dans un délai de 2 mois à partir du jour où vous avez affiché ce fameux panneau. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même des investisseurs immobiliers ou d'ores et déjà des marchands de biens. Vous avez forcément fait des travaux et donc vous avez sollicité des autorisations. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez qu'effectivement, il faut afficher ce panneau. Donc là, je viens de vous indiquer les mentions qu'il doit obligatoirement mentionner. Le panneau il doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient sont lisibles et visibles depuis la voie publique et il doit être affiché pendant toute la durée du chantier. Donc jusque-là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi faire appel à un huissier? Moi, j'affiche mon panneau effectivement avec toutes mes mentions. Il n'y a rien qui m'oblige à faire passer un huissier. Effectivement, et dans la loi, il n'y a rien qui oblige à faire passer un huissier. Sauf que là, encore une fois, vous êtes marchand de biens, vous êtes dans ce cas-là des professionnels. Il va falloir l'objet d'un marchand de biens, ça je l'ai peut-être pas assez expliqué en préambule, mais ça va être de faire des opérations rapidement, de pouvoir effectivement enchaîner les opérations, de gagner le plus de temps possible et de réduire effectivement les délais entre les différentes opérations pour pouvoir effectivement avoir le plus de turnover et dégager le plus de cash possible. Donc pour ça, ce qui va être extrêmement important en tant que marchand de biens, et là c'est vraiment la notion capitale, si vous devez retenir aujourd'hui quelque chose de cette conférence, c'est la notion de maîtrise du risque. Vous êtes marchand de biens, ne prenons aucun risque, parce qu'en tant que marchand de biens, vous allez être soumis à de multiples obligations, parce que du coup, vous êtes un professionnel, et donc vraiment la maîtrise du risque et le calcul du risque, ça va être un élément primordial. Donc quel intérêt de faire constater son panneau de construire par un huissier de justice? L'intérêt principal, ça va être de purger le délai de recours des tiers. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les tiers ont un délai de 2 mois pour contester votre permis de construire à compter du premier jour de l'affichage. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui j'ai eu mon permis de construire, que je l'affiche, on est le 8 juin 2022, c'est-à-dire que si je l'affiche aujourd'hui, les tiers pourront contester mon permis de construire jusqu'au 8 août 2022 minuit. Jusque-là, pas de problème. Sauf que s'il y a quelqu'un qui fait un recours le 9 août, vous allez me dire il est hors délai. Quand vous allez arriver devant le tribunal, vous n'allez avoir aucun moyen de prouver que cette personne elle est hors délai. Parce que vous n'aurez pas fait de constat d'huissier. Comme je vous l'ai dit avant, vos photos ou le fait de se prendre en photo, de le mettre dans un recommandé, de se l'envoyer à soi-même, de prendre une photo avec un journal, tout ça, ça n'a absolument aucune valeur. Parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir permettre de prouver au juge que vous n'avez pas pris une photo avec le panneau, puis qu'après vous ne l'avez pas rangé dans votre garage. Là, le fait qu'il y ait un huissier qui fasse un constat, ça va permettre de prouver qu'effectivement ce panneau il est bien affiché. Donc l'intérêt principal du constat d'huissier, ça va être d'avoir un élément de preuve qui permet d'attester l'affichage du panneau de permis de construire pendant ce délai de 2 mois. Ce qui veut dire que si vous avez un recours qui est intenté à 2 mois et 1 jour par exemple, ou 3 mois ou 4 mois, le recours ne sera même pas examiné par le magistrat. Le magistrat va dire effectivement le recours est hors délai, on n'examine même pas la demande sur le fond. Quand bien même votre voisin ou le tiers qui fait un recours aurait raison, parce que ça lui cause un préjudice, défaut d'ensoleillement, blablabla. Il pourrait effectivement avoir gain de cause et obtenir l'annulation de votre permis. S'il est hors délai, la demande ne sera même pas examinée. Donc ça va être vraiment l'élément principal du constat d'huissier, ça va être effectivement de purger ce droit de recours des tiers. Donc, si l'autorisation n'est pas affichée sur votre terrain, si vous n'avez pas installé ce fameux panneau, ou si vous n'êtes pas en mesure d'en rapporter la preuve, votre permis, votre construction pourra être contesté pendant un délai de 6 mois à partir de l'achèvement des travaux. Donc, ça peut entraîner l'annulation du permis, la démolition de ce que vous avez fait. Et alors, ça déjà, quand on est particulier, c'est compliqué. Là, en plus, en tant que marchand de biens, ça va être la catastrophe. L'huissier de justice, c'est vous faire 3 passages. Pourquoi 3 passages? Un premier passage qui va permettre de déclencher le délai à partir duquel le droit de recours commence.
un troisième passage au bout de 2 mois pour dire ça y est, ça fait 2 mois, le droit de recours il est purgé, et un deuxième passage pendant cet intervalle entre les 1 mois, enfin entre le premier jour et les 2 mois, qui va permettre d'attester. L'huissier va passer n'importe quand, sans prévenir son client, qui va permettre de constater et d'attester que cet affichage il est toujours présent. Donc, à titre d'exemple, il y a un des membres de l'incubateur qui m'a contacté il n'y a pas longtemps parce qu'il était embêté. Il est sur une opération de marchand de biens, donc je ne vais pas le nommer. Il était sur une opération de marchand de biens. Il a installé son panneau, donc jusqu'ici tout va bien. Il a obtenu le financement de sa banque et à 15 jours de la signature définitive, la banque lui demande un constat d'huissier pour attester que le droit de recours il est purgé. Sauf que là, lui, il avait pris des photos, il avait même fait appel à une application que je vous ai mentionné ci-dessus, qu'il a envoyé à la banque. La banque, qui est une banque marchand de biens, une banque pour les professionnels, il lui a répondu qu'effectivement, ça ne suffisait pas, que ce qu'il avait envoyé à la banque ne permettait pas, effectivement, c'était pas un véritable constat d'huissier, que du coup, en aucun cas, il rapportait la preuve de la purge du délai de recours des tiers. Et du coup, la banque refusait de libérer les fonds à 15 jours de la signature. Donc là, c'était extrêmement problématique. Donc encore une fois, ça se comprend parce que là, vous avez affaire à des organismes bancaires qui vous voient comme un professionnel. Il faut agir comme un professionnel. Donc ce n'est pas la somme modique que ça représente, comparé à la tranquillité d'esprit, de savoir qu'effectivement, on a un permis qui n'est plus contestable et de pouvoir effectivement fournir ça aux banques, ça va être effectivement quelque chose qui va permettre de démontrer que vous agissez comme un professionnel. Et encore une fois, de calculer, de maîtriser votre risque. Donc encore une fois, vous êtes des marchands de biens, vous êtes des professionnels de l'immobilier, il faut agir en tant que tel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le premier type de constat qui peut vous être utile, parce que forcément, enfin pas forcément, mais souvent dans vos opérations de marchand de biens, vous allez avoir des travaux à faire ou un Velux à installer, enfin voilà, vous pouvez avoir des autorisations d'urbanisme. Moi, je vous préconise de les faire constater par huissier de justice. Le second type de constat qui va vous intéresser, c'est le constat avant travaux. Le constat avant travaux, qu'est-ce que c'est? C'est un huissier de justice qui va se déplacer et qui va constater l'état de l'environnement avant le début des travaux. Donc notamment, pour prendre l'exemple, vous avez acheté une petite maison de ville qui est mitoyenne des deux côtés entre deux bâtiments. Vous allez faire des travaux importants, rénovation de la façade, etc., installer un échafaudage, et vous vous apercevez que sur les maisons ou sur les bâtiments aux alentours, il y a déjà des fissures, il y a déjà du crépi qui est abîmé, il y a déjà des trottoirs qui comportent des pètes. Vous pouvez avoir du mobilier urbain, style des barrières qui sont déjà tordues. L'intérêt du constat d'huissier, ça va être de permettre d'avoir un élément de preuve et d'attester que ces dégradations existaient déjà avant que vous entamiez vos travaux. Et que du coup, ce n'est pas vous, avec vos travaux, qui avez abîmé la façade, ce qui va vous éviter effectivement d'avoir un litige. Donc là, encore une fois, c'est à titre d'assurance. Donc ça va être effectivement de pouvoir rapporter la preuve en cas de litige. Donc pour l'instant, il n'y a pas de litige, mais si jamais il y a un litige qui venait à survenir, de pouvoir démontrer que ces problèmes, ils étaient déjà préexistants. Si vous faites ça une fois que les travaux ils sont effectués, en aucun cas vous pourrez rapporter la preuve que c'était déjà là avant que vous fassiez vos travaux. Et là où il faut se méfier, c'est que quand vous intervenez comme ça, en centre-ville ou autre, vous pouvez avoir deux types de voisins. Vous pouvez avoir un voisin qui est malveillant et qui va se dire tiens, je vais en profiter pour me faire un ravalement de façade gratuitement et je vais les attaquer en justice en disant que c'est leurs travaux qui ont abîmé ma façade. Et comme ça, j'aurai un petit ravalement ou un rafraîchissement de mon crépi qui va être pris en charge. Mais vous avez également des gens qui ne sont pas forcément de mauvaise foi, qui ont une fissure qui est là depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils sont passés 150 fois devant, ils n'ont jamais fait attention. Mais du fait qu'il y ait des travaux à côté, ils vont se mettre à faire attention à leur façade. Et là, ils vont voir cette fissure. Et ils vont se dire, mais cette fissure, elle n'était pas là avant. Alors qu'en fait, elle l'était, mais ils passaient devant, ils ne faisaient pas attention. Et là, hop, ils vont se dire, ça y est, il y a une fissure qui est là. Et du coup, ils vont sûrement, potentiellement, vous envoyer déjà un premier recommandé en disant, oui, vos travaux ont abîmé ma façade ou ont abîmé ma toiture, etc., etc. Ils vont vous demander des dédommagements, des travaux de rafraîchissement, etc. Donc voilà pourquoi il va être important, vous, en tant que marchand de biens, quand vous allez effectivement faire des travaux, vous pouvez solliciter un huissier pour venir constater l'environnement avant que vous fassiez vos travaux. Ce qui va vous permettre qu'effectivement, si jamais votre voisin il vous attaque en disant c'est vous qui avez causé la fissure, vous allez pouvoir lui opposer le constat d'huissier en disant non, attendez, regardez, moi j'ai fait intervenir un huissier qui est passé telle date, la fissure elle était déjà là. Et dans ce cas-là, la personne va se retrouver un peu bête et au moins il n'y aura pas de litige. Ou alors, effectivement, ça va vous permettre de
de constater que effectivement, la fissure n'était pas là, que c'est peut-être vous, votre artisan, qui l'a causé, et de pouvoir entamer des négociations en évitant d'aller devant la case tribunal. Donc, il faut mieux éviter un litige. Donc, quand bien même vous auriez raison, parce que cette fissure était déjà préexistante, il faut mieux prendre un huissier et faire un constat qui va vous coûter 250, 300, 350 euros, 400 euros, que d'aller devant un tribunal, payer des frais d'avocat, ça va durer une plombe, ça va vous coûter de l'argent, forcément, et ça va vous freiner dans vos opérations. Sachant que je vous rappelle, vous êtes des marchands de biens, vous avez un engagement de revente. Donc, vous devez revendre votre bien immobilier avant un certain délai. Et donc, effectivement, le fait d'avoir un procès en cours, ça va sûrement ralentir votre opération, ça va sûrement vous empêcher de vendre, et effectivement, ça peut vous faire perdre votre engagement. Voilà ce que je peux vous dire sur le constat avant travaux. Le troisième constat, qui va être effectivement également un constat à titre d'assurance, entre guillemets, c'est le constat d'état des lieux. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Alors, je ne vous parle pas de l'état des lieux dans le cadre d'un investissement locatif où vous avez un locataire qui rentre, vous faites un état des lieux, vous avez un locataire qui sort, vous faites un état des lieux. Là, ça va être un état des lieux un petit peu particulier. Vous êtes marchand de biens, vous êtes un professionnel. Vous avez une obligation de parfaite information de votre acquéreur. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vendre votre bien immobilier, vous devez informer votre acquéreur d'absolument tout. S'il y a un problème, vous serez reconnu responsable. Pour vous donner un peu un exemple de l'étendue de votre devoir d'obligation et d'information, je vais prendre un exemple d'un litige qui est survenu en 2014 et qui est remonté jusque devant la Cour de cassation. Donc, il y a un marchand de biens qui acquiert un ensemble immobilier en secteur sauvegardé. Il fait la division en plusieurs lots, il revend. Il y a une personne qui fait l'acquisition d'un des lots. Donc, elle fait une acquisition pour bénéficier des dispositions du Code général des impôts qui l'autorise à déduire des revenus, de ses revenus, donc les travaux de restauration, et à procéder à une déduction donc, de ses revenus. Donc, la personne, l'acquéreur, achète ce bien. Au moment de sa déclaration d'impôt, déduit les travaux qui ont été effectués. L'administration fiscale procède à un contrôle. Elle rejette l'imputation des travaux qui ont été imputés sur les revenus de l'acquéreur. L'acquéreur conteste, il va devant le tribunal administratif, il perd, il va devant la cour d'appel, et dans ce cas-là, il engage la responsabilité du marchand de biens. Et que nous dit la Cour de cassation ? Donc la Cour de cassation nous dit que les réductions d'impôts étaient le but déterminant de l'achat et que le marchand de biens, qui n'établissait pas avoir averti l'acquéreur néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale. Donc là, ce qui a été reproché au marchand de biens, c'est de ne pas avoir suffisamment informé son acquéreur du risque qu'effectivement il pouvait y avoir du rejet de la réduction d'impôt. Là, ça va être exactement pareil. Donc, c'est pour ça que ça va être important de faire un état des lieux avant de vendre votre bâtiment, votre immeuble, votre appartement, votre maison, de façon à ce qu'il y ait un huissier qui vienne, qui constate qu'effectivement, surtout s'il y a des travaux à faire, vous pouvez vendre en tant que marchand de biens, pas forcément un truc clé en main top nickel. Vous pouvez vendre un espèce de package à des investisseurs avec des devis à la clé, avec des travaux à effectuer. Et c'est là que ça va être important de faire un constat d'huissier sur l'état des lieux, de façon à démontrer dans quel état est l'appartement au moment de la vente. Donc vous allez me dire qu'il y a déjà des diagnostics qui sont effectués. Oui, vous avez raison, il y a des diagnostics qui vont vous permettre d'attester qu'il n'y a ou pas de l'amiante, du plomb, le DPE, l'électricité, etc. Mais il n'y a rien qui va vous permettre d'établir que telle poutre est endommagée, que telle porte ne tient plus, que la cheminée, effectivement, il faut la reprendre. Et le fait que vous ayez un constat d'huissier qui reprend tous ces points, vous allez l'annexer à l'acte au moment de la vente, donc il sera annexé à l'acte du notaire, et ça vous permettra effectivement de remplir toutes vos obligations d'information et que par derrière, votre responsabilité en tant que marchand de biens ne soit pas recherchée. Donc voilà ce qui, pour le constat d'état des lieux, en quoi il va être important pour vous, ça va être effectivement de vous permettre de prouver que vous avez rempli votre obligation de parfaite information sur la consistance de ce que vous vendez. Donc voilà, c'était un peu les trois constats que je voulais vous présenter en ce qui va concerner effectivement un peu ce que j'appelle une assurance tranquillité, ce qui vous permet effectivement de vous prémunir d'un litige. Et après, je voulais vous présenter également certains constats d'huissier qui vont vous être indispensables dans la prévention et la gestion d'un contentieux. Donc là, le premier, ça va être le constat d'état d'avancement de travaux. Vous avez un chantier, voilà, vous êtes marchand de biens, vous avez trouvé une super opportunité, vous avez des travaux de division à faire, vous avez des travaux de rénovation, vous avez pris un artisan, vous avez pris un maître d'œuvre, les travaux sont lancés,
il y a du retard de chantier. Il y a du retard de chantier en tant qu'huissier. Il arrive fréquemment qu'on soit missionné pour réaliser un constat d'état d'avancement des travaux, ce qui va permettre effectivement d'attester que moi, huissier de justice, je me déplace aujourd'hui, le 8 juin 2022, à 18h56 à telle adresse, et je constate que les chantiers est en tel état, que le placo n'a pas été posé, que les rails sont apparentes, que l'électricité n'a pas été posée, que la plomberie n'est pas raccordée, que les vasques ne sont pas posés, etc., etc. Ce qui va vous permettre, si votre artisan a du retard et que vous aviez effectivement un contrat avec lui qui prévoyait une date butoir, une date de livraison, des pénalités de retard, que jamais ça doit aller au contentieux, de pouvoir prouver qu'effectivement, il y a un retard qui est avéré et qu'à telle date, le chantier était dans tel état. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez important pour vous. Ça peut être soit à titre préventif, parce qu'effectivement, vous souhaitez faire un point tous les mois, un état d'avancement des travaux, soit parce qu'effectivement, ça devient litigieux avec votre artisan qui a du retard, et là, effectivement, ça va être plus dans un cadre on va dire, litigieux. Le deuxième type de constat qu'on va pouvoir avoir dans la prévention et la gestion d'un contentieux, c'est le constat d'abandon de chantier. Ça, malheureusement, ça nous arrive que trop fréquemment. On intervient souvent pour constater des abandons de chantier. Donc, ça peut être la résultante du premier constat que je vous ai mentionné. Donc, souvent, le constat d'avancement de chantier ou d'avancement de travaux, quand ça prend beaucoup de retard, il arrive souvent, pas toujours, mais souvent, que ça aboutisse sur un abandon de chantier. Un abandon de chantier, vous avez un artisan qui n'est pas venu depuis X temps sur votre chantier n'a pas évolué. Effectivement, on va pouvoir constater en tant qu'huissier l'état dans lequel se trouve le chantier et constater effectivement son abandon par l'artisan. L'idéal, c'est de le faire à plusieurs mois d'intervalle. Par exemple, l'artisan, là aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il n'est pas intervenu. Vous faites intervenir un huissier, ce qui va permettre de constater que le chantier est dans tel état aujourd'hui. Vous le faites réintervenir 2 mois plus tard, et l'huissier va pouvoir constater que 2 mois plus tard, l'état du chantier est identique à l'état dans lequel il était 2 mois auparavant. Et là, effectivement, ce qui va permettre d'attester et de constater qu'il y a bien un abandon de chantier parce qu'effectivement, rien n'a évolué. Pourquoi faire un constat d'abandon de chantier? Encore une fois, vous avez des engagements de revente, vous voulez aller vite, vous ne voulez surtout pas avoir un chantier qui plante. Si vous avez un artisan qui vous claque dans les pattes en cours de route, ça va être extrêmement compliqué pour vous. Il va falloir trouver un nouvel artisan, il va falloir faire un relevé de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Il arrive également fréquemment que les artisans qui vont intervenir par la suite ne vont pas vouloir reprendre l'ouvrage qui a été fait par l'ancien parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous, qu'ils ne veulent pas engager leur responsabilité si jamais il y a un problème derrière. Par exemple, s'il y a déjà une partie de l'électricité qui a été tirée, qu'il reste les coffrets installés, etc., il se peut que vous ayez un électricien qui refuse de finir le chantier, d'engager sa responsabilité parce que voilà, il ne sait pas si les câbles ont bien été tirés, si les choses ont été faites dans les règles de l'art. Parce que eux, derrière, ils ont également une responsabilité qu'ils peuvent engager. Donc, pourquoi constater effectivement l'abandon de chantier? Ça va vous permettre 2 choses. Ça va vous permettre de mettre en demeure votre artisan et de pouvoir réclamer des indemnités, mais ça, on verra un petit peu plus tard la marche à suivre dans ce cas-là. Le troisième constat que vous allez pouvoir rencontrer, notamment faire intervenir un huissier dans ce cadre-là, ça va être le constat de malfaçon. Vous avez un artisan qui n'a pas abandonné le chantier ou qui n'a pas forcément de retard, mais le travail qu'il a effectué n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ou n'est pas conforme à vos attentes. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire intervenir un huissier qui va venir constater qu'effectivement la fenêtre est de travers, qui va pouvoir venir constater qu'effectivement la baignoire elle n'est pas de niveau, qu'il y a une prise qui est dans la douche. Enfin vraiment, là je passe sur des choses qui sautent un petit peu aux yeux, mais qu'il y a des malfaçons qui ont été effectuées, que la chape elle n'est pas droite, que vous avez une différence de niveau. Vraiment, on est équipé de pas mal d'outils de mesure qui vont permettre de contrôler les taux d'humidité, qui vont pouvoir permettre de contrôler les niveaux, de contrôler les distances, effectivement, et d'attester toutes les malfaçons qui auront été effectuées. Donc, ça arrive souvent qu'on fasse le tour d'un bâtiment et qu'on constate qu'effectivement, les choses qui ont été faites ne sont pas conformes à ce qui doit être prévu. Idéalement, si vous avez un constat de malfaçon à faire avec un huissier, faites en sorte que l'artisan qui a fait les travaux soit présent, c'est mieux, au moins il sera contradictoire. S'il n'est pas là, c'est pas indispensable, mais ça sera toujours mieux.
Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait constater votre avancement de travaux, votre abandon de chantier, vos malfaçons? Malheureusement, en tant qu'huissier, on n'est pas magicien. C'est pas parce que vous allez faire un constat d'huissier que tout va rentrer magiquement dans l'ordre. Donc l'intérêt de faire un constat d'huissier, c'est comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant, c'est d'avoir un élément de preuve qui va permettre effectivement d'engager une procédure judiciaire si nécessaire pour pouvoir effectivement prouver les malfaçons, le retard ou l'abandon de chantier. Mais pas que, vous allez pouvoir, là le Code civil le prévoit, vous allez pouvoir mettre en demeure votre artisan d'avoir à reprendre son ouvrage et notamment à réparer les différentes malfaçons, d'avoir à reprendre le chantier qui était abandonné, d'avoir à finir son travail dans un délai qui sera imparti, qu'il faudra que vous fixiez, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, et prévoir dans cette mise en demeure que faute pour lui d'avoir rempli sa mission, donc d'avoir repris les malfaçons ou d'avoir repris le chantier dans le délai qui sera déterminé, le contrat qui vous lie sera de plein droit résolu et qu'il vous sera effectivement possible soit de demander des dommages et intérêts, dans ce cas-là, il faudra agir en justice, mais surtout de faire intervenir un autre artisan. Donc à partir du moment où le contrat il est rompu, vous serez plus engagé avec cet artisan et vous serez en droit de faire intervenir un autre artisan par la suite. Donc, tout ça, c'est prévu par le Code civil. Et ça, l'huissier que vous mandatez pour réaliser le constat pourra effectivement vous aider à faire cette démarche. Donc, encore une fois, vous êtes marchand de biens, déléguez ce que vous pouvez déléguer. Si vous avez un problème, appelez un huissier et il pourra soit vous conseiller sur l'opportunité ou non de dresser un procès-verbal de constat et sur les démarches à effectuer. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous faites intervenir un huissier que l'artisan va tout de suite reprendre son chantier ou va réparer toutes ses malfaçons. Mais par contre, ça va poser un peu les choses. Et le fait que vous envoyez, après vous pouvez, avec votre mise en demeure, envoyer une copie du constat d'huissier. La personne qui le reçoit, ça va permettre effectivement de poser les choses et de dire, OK, là, ça y est, il y a un professionnel qui a été saisi du litige, il y a un huissier qui est intervenu, c'est quand même un élément de poids qui est assez important. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vraiment, ça fait un petit peu catalogue, mais vous présenter les différents constats et les différentes missions de l'huissier que vous, en tant que marchand de biens, vous pouvez avoir à rencontrer et pourquoi, effectivement, vous pourriez avoir besoin d'un huissier pour ces différents points. Donc ça peut être effectivement soit dans la totalité de ces points, mais soit vous avez un besoin en particulier parce que vous intervenez, comme je vous l'ai dit, sur un bâtiment avec des fissures, faire un constat avant travaux, les permis de construire, etc. Voilà. Ayez le réflexe en tant que marchand de biens, vous êtes encore une fois des professionnels, entourez-vous d'un réseau de professionnels. Essayez pas de faire des économies de bout de chandelle, d'économiser 200, 300 euros par-ci de constat d'huissier et de risquer des emmerdements et des choses qui vont faire perdre énormément de temps et beaucoup plus d'argent. Donc voilà, faut pas hésiter sur des opérations comme ça, provisionnez-le dans vos budgets et n'hésitez pas à faire appel à un huissier de justice. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur le constat d'huissier. Pourquoi devenir marchand de biens? Donc marchand de biens, c'est, je ne vais pas vous le redéfinir, ça je l'ai fait en préambule, c'est un peu pour ceux qui font déjà de l'investissement locatif, l'étape d'après, ça va être effectivement de pouvoir faire de l'achat-revente, ce qui va vous permettre effectivement de faire des opérations qui vont vous permettre de dégager une trésorerie beaucoup plus importante, beaucoup plus rapidement. Donc là, on est sur un peu une étape d'après, on va être sur des difficultés complémentaires, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, plusieurs obligations qui vont relever du statut du marchand de biens. Donc pourquoi devenir marchand de biens? Ça va être, je pense, surtout complémentaire. C'est pas parce que vous faites du locatif que vous ne pouvez pas faire du marchand de biens ou parce que vous faites du marchand de biens que vous ne pouvez pas faire du locatif. Mais ça va être l'étape d'après ou l'étape en plus, notamment dans des secteurs, il y en a beaucoup qui essayent d'investir dans des grandes villes où on a une rentabilité locative qui est très limite ou très compliquée à satisfaire. Il faut s'excentrer ou aller à 1 heure ou 2 heures de route pour trouver des biens rentables. Le fait d'avoir en plus dans son panel des opérations de marchand de biens, il se peut que sur votre secteur, vous trouviez des opérations de marchand de biens qui soient tout à fait possibles et tout à fait rentables sur votre secteur. Parce que par exemple, si vous êtes sur un secteur avec des prix au mètre carré de 4 000 à 5 000 euros, ça va être compliqué de trouver du locatif avec un prix d'achat à ce niveau-là. Par contre, sur un secteur où vous êtes à un prix de revente moyen entre 4 000 et 5 000 euros, vous pouvez facilement trouver des biens en vente à 2 500, 3 000 euros du mètre carré parce qu'il y a énormément de travaux, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a la division à faire. Effectivement, régler tous ces problèmes et vous dégager une marge suffisante pour avoir une opération rentable. Donc pourquoi devenir marchand de biens? J'ai envie de répondre tout simplement pour mettre une corde de plus à votre arc, effectivement, de pouvoir permettre de passer une étape supérieure, d'accéder à un statut différent
Et attention, si vous devenez marchand de biens, il faut vraiment sectoriser les activités. Vous pouvez très bien faire du locatif dans le cadre d'une SCI ou en nom propre. Mais par contre, il faudra absolument, si vous faites de l'activité de marchand de biens, faire ça dans une société à part. Vous êtes autorisé à faire en nom propre, mais on ne le préconise pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais on vous préconise effectivement de faire ça dans une société à part, qui peut très bien être souvent une SAS ou une SARL, une société qui va être commerciale, pour pouvoir effectuer ces opérations de marchand de biens. Donc ça va vraiment être quelque chose en plus. Donc voilà, l'opportunité, c'est un peu ce que je vous disais. Les opérations de marchand de biens, ça vous permet effectivement, ça peut être des opérations, souvent on essaie d'avoir des opérations le plus rapide possible. Ça peut être des opérations qui prennent uniquement quelques mois. Donc par exemple, vous achetez un bien, vous n'êtes pas obligé de faire des travaux, vous pouvez acheter effectivement un prix en dessous du marché, le revendre immédiatement et dégager une plus-value parce que c'est un bien que vous avez acheté off-market à un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez le revendre 500 000 euros du mètre carré en plus parce que vous avez un acheteur, parce que vous avez dans votre carnet d'adresse des investisseurs qui seraient intéressés par ce bien. Vous pouvez le revendre immédiatement. Donc, c'est des opérations qui peuvent se déboucler très, très rapidement. Et en quelques mois, vous pouvez faire un flip comme ça et avoir un retour sur trésorerie qui est super intéressant. Les risques du marchand de biens, le risque principal, c'est de ne pas se former. On se dit, tiens, marchand de biens, super, moi j'ai une SCI où je vais investir en tant que marchand de biens par le biais d'une SCI. Le risque majeur, c'est la requalification de vos opérations. Vous allez avoir de la TVA qui va venir, vous allez avoir des taxes, des impôts, vous allez avoir des obligations, on en a mentionné certaines, qui peuvent vous conduire à des requalifications et qui vont faire que vous allez avoir toute votre marge de rentabilité qui va être rognée, et voire même vous, il se peut que vous ayez un chèque à faire au fisc, au trésor public, parce que effectivement votre opération, il se trouve qu'elle va être requalifiée en tant que marchand de biens avec une TVA sur le prix total, parce que effectivement c'est considéré comme un bien remis en neuf. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des conséquences qui vont être dramatiques. Donc, ce qui va être super important, c'est de se former. Avant tout, formez-vous. C'est ça qui va être le plus important. Voilà, vous êtes marchand de biens, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de cette conférence aujourd'hui. C'est que vous êtes des professionnels de l'immobilier. Il faut agir en tant que professionnel de l'immobilier et il faut surtout maîtriser le risque et votre calcul du risque. L'incubateur marchand de biens, créer et développer votre activité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incubateur marchand de biens ? C'est bien plus qu'une formation. Dans l'incubateur, vous avez tout un volet formation qui est dispensé, entre autres, par Yann Darwin, que certains d'entre vous connaissent sûrement, ou ont déjà suivi la formation EPI, donc l'Académie des investisseurs rentables, que Yann présente. Il a voulu aller plus loin sur cette formation, et donc proposer une formation à part entière sur le métier de marchand de biens, qui est vraiment une profession à part entière. C'est pas, voilà, on est vraiment là, dans ce cas-là, différent de l'investissement immobilier. Et c'est vraiment, alors pourquoi on parle d'incubateur et pas de formation? Parce que dans l'incubateur, vous avez tout un volet formation, où vous avez également des professionnels qui interviennent, il y a un avocat qui intervient, Clément, vous avez également une professionnelle en matière d'urbanisme qui intervient, donc c'est vraiment riche d'intervenants. Et on rentre vraiment dans les détails. Donc là, tout ce que j'ai pu évoquer comme point et qui vous semble un petit peu abstrait, les histoires de requalification, de bascule dans le neuf, de TVA sur la marge, de TVA sur le prix total, d'obligation d'information, tout ça, ce sont des points qui sont abordés de fond en comble dans la formation que vous allez retrouver dans l'incubateur marchand de biens. Et alors, pourquoi on parle d'incubateur et pas de formation? Parce que du coup, vous avez un volet formation, mais pas que. L'incubateur, c'est vraiment un véritable tremplin. Vous avez dans l'incubateur une équipe de professionnels qui est à vos côtés. Vous avez plusieurs coachs. Vous avez notamment pour le moment 3 coachs. Vous avez Yann Darwin, vous avez Philippe Toralba qui est également coach dans l'académie, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui a déjà fait également des after-work sur la thématique du marchand de biens. Et moi-même qui suis également coach et intervenant dans la formation et dans l'incubateur marchand de biens. Vous avez également, ça c'est ultra important et c'est une des grosses plus-values de l'incubateur marchand de biens, c'est que vous avez un comité projet. Un comité projet qui a été renforcé là il y a peu, qui est composé de Marion, qui est là depuis le début, et il y avait Jean-Philippe qui est parti et qui a été remplacé par Arnaud. Donc vous avez 2 personnes dans ce comité projet
qui vont auditer vos projets. Donc tout ça, c'est gratuit, hein, tout ça, c'est prévu par la formation et par l'incubateur. Donc vous allez pouvoir leur soumettre tous les projets que vous allez rencontrer en tant que marchand de biens et vont vous faire un retour avec savoir effectivement si c'est une opération qui est rentable, si c'est une opération qui tient la route, qui vont faire un retour sur les points de vigilance, les optimisations que vous pourriez avoir. Et c'est vraiment un retour qui est ultra complet et ils font un travail qui est vraiment formidable. Et tout ça, c'est pris en charge, c'est à vie. Voilà, à partir du moment où vous avez rejoint l'incubateur, vous pouvez très bien soumettre un projet, 10 projets, 100 projets à l'année. Vous aurez toujours le comité projet qui sera là pour vous accompagner dans tous vos projets. Vous avez également plusieurs partenaires. Vous avez un réseau de spécialistes qui est à votre disposition, que vous pourrez retrouver dans votre espace Green Bull Campus et notamment dans votre dashboard avec pas mal de professionnels qui sont à votre disposition. Vous allez avoir des avocats, vous allez avoir des experts comptables, vous allez avoir une multitude d'intervenants, notamment des sociétés qui vont vous faire des audits et des devis pour des travaux dans des temps records, qui vont vous permettre effectivement d'accélérer votre procédure, de vous faire vraiment un véritable réseau et de pouvoir vous accompagner tout au long de vos projets marchand de biens. Voilà, ça fait peur au début, on n'ose pas trop. Mais le fait qu'on ait effectivement toutes ces personnes qui nous accompagnent, c'est des choses qui sont extrêmement rassurantes et qui permettent effectivement de mettre un peu le pied à l'étrier. Vous avez également des événements interactifs et pédagogiques qui sont dispensés pour ceux qui sont déjà dans la formation EPI, donc créer et développer une entreprise à prépondérance immobilière, donc sur le locatif. Vous avez vos coachs qui font toutes les semaines des conférences sur une thématique particulière. Et bien là, dans l'incubateur marchand de biens, c'est pareil. Vous avez vos coachs qui, tous les mois, dispensent une formation, une conférence, qui est accessible en replay, auquel vous avez également accès à vie et qui sont totalement gratuites. Vous pouvez effectivement faire absolument toutes les conférences que vous souhaitez, qui sont en visio, un peu comme le live de ce soir, voilà, sur une thématique qui est choisie, qui est propre aux marchands de biens et qui va vous permettre, encore une fois, de vous apporter des connaissances supplémentaires, de pouvoir approfondir certains points, de rentrer plus dans le détail, d'approfondir des notions qui sont développées par Yann dans la formation, effectivement de répondre à vos interrogations parce qu'on peut avoir des échanges, etc. Donc ça, c'est vraiment également un gros plus de l'incubateur. Donc voilà, pour récapituler, vous avez 3 coachs à votre disposition avec une réponse qui est sous 24 heures, même si dans les faits, vous avez une réponse sous maximum 30 minutes. Vous avez un comité projet, vous avez des partenaires et vous avez effectivement des événements interactifs et pédagogiques qui sont à votre disposition. Donc tout ça, c'est déjà énorme. Mais pas que, l'incubateur, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Vous pouvez avoir effectivement un moteur d'association. Donc dans ce moteur d'association, vous allez pouvoir effectivement trouver des associés pour vos projets. Parce que la difficulté, la différence principale du marchand de biens par rapport à l'investissement locatif, c'est que vous n'allez pas être sur des... Voilà, si vous avez besoin d'avoir un partenaire financier, notamment une banque en particulier, vous ne serez pas du tout sur les mêmes financements qu'en matière locative où vous allez avoir des prêts amortissables sur une durée de 15, 20, 25 ans. Vous allez être effectivement sur souvent des lignes de crédit avec des apports qui vont être conséquents sur généralement les premières opérations de marchand de biens. Déjà, toutes les banques ne financent pas les marchands de biens, encore moins les débutants. Ils vont vous demander des apports comptés, voilà, pour vous donner une fourchette un petit peu large. Après, ça dépend des banques, ça dépend des régions, ça dépend des secteurs. Ils vont vous demander un apport entre 30 et 50% du montant de votre opération. Donc, pas uniquement du montant de l'acquisition, mais également du montant des travaux. Donc tout de suite, ça va être un gros cash à apporter sur la table, un gros apport à fournir. Et donc, avec l'incubateur marchand de biens, vous allez effectivement avoir un moteur d'association, vous allez pouvoir soumettre vos projets aux autres membres de l'incubateur. Et c'est comme ça qu'il y a énormément d'associations qui sont formées, des membres entre eux, alors qu'ils soient du même secteur géographique, mais pas que. Hein. Vous en avez qui se sont réunis parce que voilà, moi j'ai trouvé un projet sur mon secteur géographique. J'ai un des membres de l'incubateur qui habite à 500 km, mais qui a un petit peu de cash de dispo, qui est intéressé, qui est expert en division, qui peut m'aider, etc. Ça permet effectivement de rassembler ses compétences, de rassembler ses points forts et ses points faibles, et d'investir ensemble. Et donc tout ça, encore une fois, vous avez un accès à vie à partir du moment où vous avez rejoint la formation, l'incubateur marchand de biens, à ce moteur d'association que vous retrouverez dans votre espace Green Bull Campus. Un autre point, si ce n'est également un des plus forts, ça va être effectivement Green Bull Accélérateur. Alors qu'est-ce que c'est que Green Bull Accélérateur ? C'est tout simplement la possibilité
pour obtenir votre financement, plutôt que de passer par un organisme bancaire qui va vous coûter des frais exorbitants. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en tant que marchand de biens, on n'est pas sur des taux d'intérêt d'investissement locatif à 1,50 euros, 1,50%, pardon. On va être sur des taux d'intérêt qui seront beaucoup plus importants, avec des frais qui seront également beaucoup plus importants, qui seront à prendre en considération dans vos prévisionnels. Et donc, pour éviter d'avoir tous ces frais et d'avoir à monter un dossier très compliqué avec la banque et de se heurter à un refus bancaire, vous avez Green Bull qui vous propose de s'associer avec vous sur votre projet. Et donc, effectivement, de venir en tant qu'apporteur d'affaires, de venir effectivement financer en partie vos projets. Alors, ce n'est pas pour ça que vous ne devrez fournir aucun apport, mais voilà, tout ça, ça sera effectivement une véritable association. Et Green Bull, effectivement, se propose de s'associer avec vous pour vos projets. Et ce qui vous permet effectivement de pouvoir encore une fois accélérer les choses, d'investir sur des projets peut-être sur lesquels vous n'osiez pas aller parce qu'en fonction de votre apport, voilà, comme je vous ai dit, il faut entre 20 et 50% d'apport. Vous avez aujourd'hui 20 000 euros de côté. Vous vous dites, du coup, je peux aller sur des opérations, aller à 100 000, 150 000 euros. Alors que vous avez trouvé un truc ultra intéressant à 200, 300, 400 000 euros. Le fait que vous soumettiez votre projet à Green Bull Accélérateur, ça peut vous permettre effectivement d'aller sur des opérations plus grosses, plus rapidement, et effectivement d'avoir des gens qui ont une réelle expérience dans le domaine et de vous accompagner effectivement là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un énorme point. Et encore une fois, tout ça, vous avez un accès à vie et tout ça, c'est inclus sans frais supplémentaires dans l'incubateur marchand de biens. Les offres. Alors, qu'est-ce que comprend la formation? Qu'est-ce que comprend l'incubateur? Qu'est-ce que comprend effectivement le package auquel, une fois que vous avez suivi, une fois que vous avez rejoint la famille incubateur marchand de biens, vous avez plus de 15 heures de formation qui sont disposées en visioconférence, dans lequel, encore une fois, vous avez également un accès à vie. Vous avez une élite professionnelle, donc ce sont des véritables professionnels qui sont à vos côtés, des coachs qui vous apportent une réponse, comme j'ai pu le mentionner. Vous avez un comité projet composé de Arnaud et Marion, que je salue également s'ils regardent cette conférence. Vous avez des partenaires, vous avez des événements pédagogiques et interactifs qui sont dispensés par vos coachs tous les mois. Vous avez accès à un moteur d'association. Vous avez accès effectivement à Green Bull Accélérateur qui vous permet effectivement de s'associer avec vous. Et vous avez accès au Deal Maker de My Club Deal qui vous permet effectivement d'accéder à des deals privés qui sont proposés par Green Bull. Donc ça va être effectivement le package qui va vous être proposé quand vous allez rejoindre l'incubateur. La petite cerise sur le gâteau, c'est que cette formation, elle est éligible au compte CPF. Donc, cette formation peut être prise en charge par votre compte CPF en fonction du crédit que vous allez avoir dessus. Ça peut être pris partiellement en charge. Effectivement, si votre compte formation comporte la moitié du coût de la formation, ça peut être effectivement moitié CPF, moitié vous en fonds propres. Donc, alors, cette formation, et c'est ça moi que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est pas un coût, c'est pas une charge, c'est pas une dépense, c'est véritablement un investissement. Parce qu'effectivement, c'est des formations qui sont ultra qualitatives, qui vous permettent d'accéder à un univers qui est absolument génial. C'est un coût qui est important. C'est pas des formations à 100 ou 200 euros qui vont rien vous apprendre. Et dans ce cas-là, il faut mieux acheter un livre à 30 ou 40 euros qui va vous apprendre autant de choses. C'est un véritable univers, c'est un véritable microcosme qui va vous permettre d'accéder à énormément de choses. Il faut le voir vraiment comme un investissement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, cet investissement que je vais faire, dès ma première opération de marchand de biens, il sera rentabilisé x10. Parce que forcément, la rentabilité que je vais dégager sur mon opération, qui va être super bien ficelée, le retour que va me faire le comité projet, et ça, effectivement, on a également un groupe Facebook qui permet de poser des questions avec les coachs qui y répondent. On a énormément de retours de la part de membres qui présentent leur projet au comité projet. Et souvent, le comité projet, il trouve des points, des axes d'amélioration, ce qui permet d'avoir encore une meilleure rentabilité que ce qui était prévu initialement au départ. Et effectivement, ça permet de générer encore plus de renta, de générer encore plus de profit, de générer encore plus de cash et de pouvoir accélérer. Donc, encore une fois, il faut le voir vraiment comme un investissement et pas comme un coût. Sachant qu'en plus, si vous investissez en société, ça pourra être en fonction, vérifier avec votre expert comptable, mais comptabiliser en tant que charge si c'est pris en charge par votre société. Mais c'est vraiment un investissement à part entière qui sera rentabilisé dès la première opération. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses.
vraiment comme un moyen d'investissement. Le mieux, c'est que si vous avez une question, prenez rendez-vous avec l'équipe Green Bull Campus. Voilà, vous allez avoir des interlocuteurs qui sont géniaux, qui sont ultra sympathiques, qui vont vous permettre de répondre vraiment à toutes vos questions, de vous aiguiller dans les démarches à faire, dans les démarches si vous souhaitez effectivement prendre rendez-vous pour avoir effectivement un financement par le compte CPF. Vous avez un petit onglet qui doit s'afficher juste en haut de votre page. Prenez rendez-vous, n'hésitez pas à envoyer un mail. Envoyez un mail, vous serez contacté par un conseiller. Ça ne vous engage à rien. Ce n'est pas parce que vous avez pris un rendez-vous, que vous avez discuté 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure avec un conseiller, que vous allez recevoir forcément un bon de commande, qu'on va vous demander de signer et que vous serez engagé. Voilà. Présentez vos projets. Il se peut que certains d'entre vous, vous ayez déjà vu des choses passer, que vous ayez effectivement des projets en cours, des projets effectivement que vous souhaitez, vous n'osiez pas passer le pas. Appelez-les, ça ne vous engage absolument à rien, ça permet effectivement d'échanger et de développer encore une fois une corde à votre arc qui va être vraiment redoutable et qui va vous permettre effectivement d'accélérer et de faire pas du marchand de biens à la place de l'investissement locatif, mais pourquoi pas du marchand de biens et de l'investissement locatif et de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, ce qui va également vous permettre d'augmenter vos réseaux, les agents immobiliers que vous allez rencontrer, effectivement, auxquels vous allez pouvoir redonner des mandats de vente pour vendre vos biens en tant qu'opération de marchand de biens. Ils vont pouvoir faire des retours et vous proposer des biens off-market sur l'investissement locatif et tout. Donc les deux sont vraiment ultra complémentaires. Et voilà, faut pas hésiter. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, dans la mesure du possible, essayez de me poser des questions en lien avec la thématique, parce que je ne vais pas pouvoir faire des conférences et des exposés, de rentrer dans le détail de choses qui n'ont rien à voir aujourd'hui, au risque de perdre les autres qui sont connectés ou ceux qui vont nous regarder en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vais pouvoir y répondre avec le plus grand plaisir. Alors, on a une question de Léna, y aura-t-il un replay? Bon, je vois alors, voilà, je voulais également remercier Camille en off qui répond en direct à vos questions et qui était d'une précieusesse pour la mise en place de cette conférence. Donc merci Camille. Donc oui, il y aura bien un replay. Romain, ce n'était pas un afterwork sur les marchands de biens et non sur les huissiers. Écoutez, Romain, le but, c'était de démontrer la plus-value, de faire appel à un huissier dans le cadre du marchand de biens. Donc si je n'expose pas l'émission d'un huissier, je ne vois pas en quoi un marchand de biens pourra faire appel à un huissier pour lui venir en aide. Donc, non, c'est un peu la thématique, oui, effectivement, huissier marchand de biens. Donc, désolé si ça ne répondait pas à tes attentes, mais c'était effectivement la thématique d'aujourd'hui. Alors, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser tout en bas. Vous avez un onglet questions. Posez-les plutôt dans les questions que dans le chat. Voilà, faut pas hésiter. Indiquez-moi si vous êtes déjà des marchands de biens aguerris, si vous êtes des débutants, si vous êtes intéressés, si vous avez eu un problème dans le cadre d'une opération de marchand de biens, que du coup vous souhaitiez savoir en quoi un huissier pouvait vous venir en aide. N'hésitez pas à me faire un petit retour d'expérience là en direct. Bonjour à tous ceux que je n'avais pas salués. Bonjour Sylvain, bonjour Corentin. Jimmy, ce n'était pas une question, mais merci pour cet afterwork. Je fais partie de l'incubateur depuis peu, mais j'apprends énormément. Voilà, un témoignage de Jimmy. Écoute, Jimmy, c'est un réel plaisir. Et si tu en es pleinement satisfait, voilà, faut pas hésiter à faire des témoignages et à solliciter des gens. Plus on est nombreux, plus on s'aide. On a chacun nos petites spécificités. Et il n'y a pas que les coachs qui répondent à vos questions dans l'incubateur et dans le groupe Facebook. Effectivement, chacun peut mettre un peu sa contribution, faire des recommandations, notamment de professionnels. Il y en a beaucoup qui disent moi j'investis et j'ai un bien sur tel secteur. Est-ce que vous connaissez un maître d'œuvre, vous connaissez un plombier, un peintre? Donc souvent ça permet effectivement de se recommander des professionnels. Donc voilà, plus on est, mieux c'est. Johan, tu es le meilleur, Nicolas, super afterwork, marchand bien. Écoute, je te remercie, Johan. Mes sincères salutations. Marie-Christine, un très grand merci, c'était très pertinent comme à chaque fois. Merci Marie-Christine pour ton retour. Effectivement, encore une fois, des formations marchand de biens, il y en a plusieurs sur le marché chez Green Bull, et c'est ça que moi qui m'a fait rejoindre l'équipe en tant que coach. Ce qui m'a fait pencher pour rejoindre Green Bull, c'est vraiment le volet qualitatif qui est proposé par Green Bull. Qualitatif au niveau des formations qui sont dispensées, qualitatif au niveau ce qu'on peut considérer un peu comme un SAV, donc de l'univers auquel vous avez accès une fois la formation suivie.
C'est pas simplement vous avez accès à des dizaines d'heures de formation en vidéo et basta, non, vous avez une réelle prise en charge derrière. Vous avez des outils qui sont mis à votre disposition, vous avez énormément de choses et c'est vraiment top. Chloé, merci pour cet afterwork, c'était très clair, pas de questions du coup, sauf peut-être du coup approximatif des constats d'huissier. Je l'ai dit en début de live, soit tu arrives en retard, soit tu ne m'as pas écouté. Ça va dépendre du type de constat. Grossièrement, il faut compter entre 250 et 350 euros. Voilà, ça va dépendre du constat et généralement, il faut compter de l'heure. Voilà, si vous avez un état des lieux à faire sur un logement que vous allez vendre ou un constat avant travaux, s'il y a une façade à constater, ça va. S'il y a toute une rue à faire ou s'il y a tout un immeuble à faire l'état des lieux et que ça va prendre 3 heures, vous pouvez partir sur un 250, 300 euros de l'heure grossièrement. Voilà. Et plus la surface est grande, plus votre prix de vente va être important et du coup, le coût du constat d'huissier va être absorbé dans, dans votre marge. Donc voilà un peu pour le coût approximatif des constats d'huissier. Encore une fois, en matière de constat, le tarif il est libre et c'est voilà, librement fixé par chaque huissier. Alors les huissiers, je sais qu'on est une profession qui fait un petit peu peur au grand public. On ne mange personne, on est de plus en plus ouvert à la profession et au grand public. Vous avez une question, allez sur Google, appelez un huissier, vous lui posez la question, voilà, vous vous présentez, je suis marchand bien, est-ce que voilà, j'ai un litige, etc. Ou je pensais faire ci, est-ce que vous pouvez me faire un constat? Et ils sauront vous répondre, et ils sauront vous accompagner. Alexandre, bonsoir, je ne suis pas marchand de biens, mais je souhaite le devenir après avoir développé mes compétences suite à EPI. Mais merci à toi. D'ailleurs, je m'interroge sur l'utilité de l'huissier pour le locatif. Mais cela ferait l'objet de la question sur le groupe Facebook dédié. Merci pour ce soir. Eh bien, écoute, merci à toi, Alexandre. Effectivement, l'huissier a énormément de compétences, en plus de celles que je viens de vous évoquer, qui peuvent convenir aux locatifs. Et effectivement, ça, c'est un sujet de conférence mensuelle qui peut être dispensé ou un sujet voilà, de conférence type afterwork ou apéro IMO qui pourrait être faite par la suite. Mais effectivement, en matière de locatif, l'huissier aura des compétences complémentaires et différentes qu'en matière de marchand de biens. Florent, en cas de champignons type mérule non visible lors des travaux d'un achat-revente, est-ce qu'un constat de fin de chantier par l'huissier ou autre peut réduire nos risques de marchand de biens, éviter un recours? Alors, en tant qu'huissier, on ne sera pas forcément équipé pour faire des diagnostics mérules, mais là, par contre, tu peux faire intervenir un diagnostiqueur, ça relève tout à fait de leurs compétences, et eux, ils ont absolument tous les outils nécessaires pour te faire un diagnostic mérule. Ça, je sais qu'ils le font. Chloé, désolé, arrivé en retard. C'est pas grave, Chloé, le principal, c'est que tu arrives, que tu aies pu regarder effectivement ce que tu as loupé en début de partie. Tu auras le replay. Alors Sabrina, quel est le prix de la formation incubateur? Alors tout ça, ça vous sera expliqué vraiment par les conseillers de chez Green Bull que vous aurez au téléphone. Encore une fois, le prix, voilà, on n'est pas sur une formation à 200, 300 euros ou 500 ou même 1000 euros. On est sur une formation qui coûte plus cher parce que derrière, voilà, vous avez vraiment tout un écosystème qui est développé, qui est mis à votre disposition et qui est encore une fois totalement gratuit. Et encore une fois, si votre décision, c'est de rejoindre l'incubateur, si votre décision relève uniquement d'une question de coût, ce n'est pas la bonne réflexion que vous avez, mais demandez-vous plutôt ce que ça peut vous apporter, sachant que ça sera voilà, pris en charge dès la première opération. Et voilà. Je vois que Camille, effectivement, a mis un lien. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous aurez vraiment tout le détail. Mais encore une fois, effectivement, ça va être effectivement pour pouvoir rejoindre la formation, il va falloir effectivement, si vous n'avez pas de financement par votre CPF, mettre de l'argent de votre poche, entre guillemets. Mais voyez-le vraiment comme un véritable investissement et c'est quelque chose vraiment, enfin, vous le regretterez absolument pas. Marie-Christine, la qualité de la formation est exceptionnelle. Merci Marie-Christine de le soulever. Pour avoir géré des entreprises de construction très longtemps, l'huissier est indispensable. Effectivement, on a un rôle qui nous colle un peu à la peau, qui est cantonné aux expulsions et aux saisies, alors que c'est loin, loin, loin d'être que ça. Et on intervient énormément pour bon nombre de professionnels et bon nombre notamment de marchands de biens. Chloé, merci encore. Une thématique qui m'intéressait pour un prochain afterwork, la requalification marchand de biens avec des exemples. Exactement. Alors ça, Chloé, sache que on a tout un module dans la formation, dans l'incubateur. On a tout un module sur les requalifications, comment les éviter et voilà pour éviter de tomber dans ce fameux, ce que Yann appelle le piège mortel du marchand de biens.
Et tout ça, c'est vraiment expliqué en détail pour que personne ne tombe dedans et que vous ayez vraiment un suivi ultra complet. Anthony, merci pour toutes ces infos. Est-ce possible de profiter du CPF d'un proche? Alors, je ne vais pas être expert en CPF, mais je pense que le CPF doit être au nom de la personne qui suit la formation. Alors après, rien ne t'empêcherait d'utiliser le compte qui serait créé au sein de Green Bull pour effectivement au nom de ton ami, mais ce n'est pas forcément recommandé ni recommandable. Mais voilà. Donc après, je ne pense pas qu'un CPF puisse être transféré sur ton compte CPF à toi, mais voilà, après, c'est un peu, on va dire, ça va être une petite magouille à voir entre vous, mais je ne pense pas que tu puisses bénéficier d'un compte Green Bull et de rejoindre la formation en ton nom perso avec un CPF d'un proche. Mais ça, voilà, n'hésite pas, appelle les équipes de Green Bull. Camille, si tu peux nous remettre à la limite le petit lien pour prendre rendez-vous. Appelle les conseillers Green Bull et ils sauront vraiment répondre à toutes tes questions sur ces points techniques. Ah, voilà, je vois que Camille t'a mis le lien en commentaire. Merci Camille. Alexandre, est-ce que dans la formation MDB, le module de non-requalification, c'est dans la formation? Oui, effectivement, il y a tout un module sur comme je le disais, le piège mortel de la requalification qui est abordé par Yann, qui est développé de long en large et en travers, qui nous présente également des tableaux avec effectivement, c'est vraiment ultra complet. Si vous avez suivi la formation EPI, donc créer et développer une entreprise à prépondérance immobilière, et que vous avez aimé le contenu, dites-vous que sur la formation marchand bien, on va encore plus loin. C'est autant, voire plus qualitatif. Et voilà, si vous avez apprécié la qualité de la première formation sur le locatif, sur le marchand bien, on est sur les mêmes dimensions et sur un truc tout aussi qualitatif, voire même encore plus qualitatif. Non, effectivement, c'est pas abordé dans la formation EPI parce que voilà, dans la formation créer et développer une entreprise à prépondérance immobilière qui est dédiée vraiment au locatif, il y a un tout petit volet marchand de biens qui est abordé, mais on rentre pas dans le détail. Là, c'est vraiment des dizaines d'heures qui sont développées dans la formation marchand de biens qui est disponible dans l'incubateur. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont développées. Oui, je te rejoins, Alexandre. Alors, Alexandre nous dit oui, mais justement, si on fait la formation marchand bien, c'est ce qu'on recherche à être marchand bien. Le module de non-requalification serait plus pertinent. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, il faudrait carrément intégrer la formation marchand bien dans la formation EPI, mais c'est tout simplement impossible parce qu'il y a tout un écosystème qui a été développé. Il y a des nouveaux professionnels qui ont été mandatés. Il y a des intervenants spécifiques qui sont payés par Green Bull pour cette formation. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui ont été mises en place, qui ont un coût. Voilà, le coût qu'on paye de la formation, c'est vraiment minime comparé au coût qui a été mis en place et développé par Green Bull. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas salarié Green Bull, hein, je suis juste intervenant en tant que coach. Donc, j'ai même pas d'action chez Green Bull. Donc, vraiment, c'est un point de vue purement extérieur. Mais effectivement, là, c'était tout simplement pas possible de rejoindre des formations parce qu'elles sont, effectivement, je te rejoins, complémentaires sur certains points, mais différentes. Anthony, merci. Moi, j'ai pour objectif de devenir marchand de biens. En revanche, je dois adopter une stratégie OBO pour générer du cash afin de débuter l'activité de marchand de biens. Alors, effectivement, l'activité de marchand de biens, on a besoin d'apport, donc c'est bien d'avoir un petit peu de cash de côté. Donc, si vous êtes déjà investisseur, ça peut être le moment d'arbitrer un peu votre patrimoine, de revendre un appartement que vous avez, un immeuble, de façon à faire un peu de plus-value et avoir une petite poche de cash pour la réinvestir. Mais pas que, vous pouvez très bien vous lancer sans avoir forcément de cash de côté. L'argent, ça va se trouver. Vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle le love money, demander à des proches de vous prêter de l'argent, alors avec ou sans rémunération de ce qui va vous être prêté. Et vous allez également pouvoir vous associer, encore une fois, dans l'incubateur marchand de biens. Vous avez tout un écosystème avec effectivement un moteur d'association et vous allez pouvoir trouver des gens qui n'ont pas forcément le temps, eux, de faire des recherches, de faire des visites, de trouver des biens qui sont rentables, mais qui ont des liquidités, qui ont du cash de disponible et qui vont pouvoir effectivement, vous avez peut-être un peu plus de temps, vous avez trouvé un bien, mais vous n'avez pas de cash, eux, ils ont du cash, ils n'ont pas de temps, ils ne peuvent pas faire de visite, et vous allez vous assembler, et ensemble, vous allez pouvoir investir. Donc vraiment, ça va être complémentaire, donc voilà, vous aurez forcément des gens qui pourront vous aider. Écoutez, si vous avez encore des questions,
N'hésitez pas à me les poser, parce que là, la conférence, on va arriver au bout. Ça va faire plus d'1 heure qu'on est ensemble. En tout cas, c'était un réel plaisir d'animer cette conférence avec vous. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui vont voir le replay. Tous ceux qui verront le replay également, n'hésitez pas à contacter les équipes de Green Bull. Vous avez vraiment des super interlocuteurs qui pourront répondre à toutes vos questions sur les modalités de financement, les coûts de la formation, la prise en charge, etc., des facilités de paiement, parce qu'il sera peut-être également possible de régler en plusieurs fois. Appelez vos conseillers et ils pourront vous répondre. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Vous remercier une nouvelle fois pour votre participation et votre présence. J'espère sincèrement vous retrouver nombreux et répondre à plein de vos questions dans l'incubateur, dans lequel vous pourrez me retrouver en tant que coach, accompagné de Philippe, que je salue, accompagné de votre comité projet, Arnaud et Marion, que je salue également, accompagné également de Yann qui intervient en tant que coach, que je salue également. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. N'hésitez pas à passer le pas. Si vous avez des questions également, vous pouvez peut-être me retrouver sur les réseaux sociaux, mais appelez surtout vos experts Green Bull Campus sur les liens qui m'ont été envoyés par Camille. Et voilà, en tout cas, voilà, n'hésitez pas et j'espère vous retrouver nombreux et on va aller loin tous ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée et j'espère vous revoir très bientôt. Salut tout le monde.